Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Aujourd'hui, nous sommes à la maison Zola à Médan qui vient tout juste de rouvrir ses portes après 10 années de travaux. Nous découvrirons également le musée Dreyfus aménagé juste à côté. Mais avant cela, voici le sommaire. La maison Zola rouvre ses portes à Médan après 10 années de travaux. Nous découvrirons cette bâtisse avec l'arrière-petite-fille d'Émile Zola. Et juste à côté de ce site, un nouveau musée consacré à l'affaire Dreyfus vient d'être inauguré. Plus de 600 documents sont à découvrir. Et puis enfin à Versailles, une exposition sur le général de Gaulle et le général Leclerc est présentée jusqu'au 19 novembre. L'occasion de ne pas oublier cette partie de l'histoire de France. Je me trouve dans le salon, salle de billard de la maison d'Émile Zola. Celle-ci a été achetée par l'auteur en 1878. Elle disposait d'une ferme et d'un grand potager. Et qui mieux pour parler de cette maison et de ce grand auteur qu'un membre de sa famille, Martine Leblond Zola, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'arrière-petite-fille d'Émile Zola? Oui, tout à fait. Je suis l'arrière-petite-fille d'Émile Zola et parallèlement la vice-présidente de l'association Maison Zola, Musée Dreyfus, qui est présidée par Louis Gauthier. Alors là, on va découvrir cette maison ensemble. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez peut-être me parler des travaux? Il y a eu 10 ans de rénovation. Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu 10 ans de travaux. D'abord, il y a eu du travaux de gros œuvres qui a été entrepris par le cabinet JMR Architectes, qui a fait un gros travail de gros œuvres, du clos et du couvert. Et parallèlement, il y a eu aussi un gros travail de restitution du cadre dans lequel Zola vivait à l'époque. Donc on a reconstitué le cadre avec le mobilier qu'on a recherché d'après des photographies anciennes. Mais surtout, il y a eu une restitution, aussi une restauration d'objets décoratifs. Et justement, on peut aller voir peut-être les vitraux. Oui. Alors les vitraux qui représentent l'œuvre de Babonneau, un maître verrier, qui ont été réalisés en 1886 et Zola a beaucoup participé à la réalisation de ces vitraux. Il y a une importante correspondance entre lui et Babonneau en disant je veux par exemple une chauve-souris, je veux un élément, un grand pan. Ces vitraux sont une œuvre magnifique qui représente l'Art Nouveau, le symbolisme et qui font entrer dans ce salon la nature. Zola était très proche de la nature et ces vitraux représentent une nature luxuriante avec des animaux, parce que Zola était un fervent défenseur du vivant, des animaux. Et bien maintenant, nous allons aller dans le lieu de créativité d'Émile Zola, son cabinet. On se trouve dans le cabinet d'Émile Zola, là où il a écrit ses plus grandes œuvres. Martine Leblond Zola, c'était vraiment un lieu de créativité ici? Oui, tout à fait, puisque Zola venait tous les jours dans son cabinet de travail. Tous les matins, il écrivait pendant 4 heures, de 9h à 13h, et il était fidèle à sa devise « Nulla dies sine linea », aucun jour sans une ligne. Zola écrivait l'équivalent de 4 pages manuscrites en 4 heures. Cela paraît peu, mais en fait, Zola ne se contente pas de décrire. Zola fait entrer du lyrisme dans ses phrases, puisqu'il dit qu'il veut bâtir ses œuvres comme une grande symphonie musicale. Zola est un artiste avant tout, et ce cabinet de travail est tel un atelier d'artiste avec cette grande baie vitrée qui donne sur la nature. Et ici, c'est son sanctuaire. C'est un petit peu sa tour d'ivoire dans laquelle il écrit. Il vit ici avec ses 1200 personnages, loin de la ville, parce que Zola s'est réfugié dans cet havre de paix pour écrire ses romans et s'imprégner de la nature avoisinante qui le revitalisait. Alors là, on peut voir son fauteuil. Vous savez quelles œuvres il a écrites ici? Alors là, il a écrit des œuvres comme Germinal, La bête humaine, l'œuvre, Paubouille, en fait. Et
Et la Béthumène, notamment, il s'est inspiré de la voie ferrée le long de son jardin pour écrire la Béthumène, entre autres. Et il a même fait le voyage sur une locomotive, puisque Zola s'inspirait des lieux, il faisait des carnets d'enquête comme un journaliste. Alors, Émile Zola était aussi un écrivain engagé. On a pu le voir en 1898, il adresse une lettre à Félix Faure, le président, pour réhabiliter un officier juif français, donc Alfred Dreyfus, et un musée lui est consacré juste à côté du coup de cette maison. Regardez. Nous sommes le 21 juillet 1906, le capitaine Alfred Dreyfus est réhabilité dans l'armée française. La fin d'une injustice, une véritable machination judiciaire dont a été victime le militaire. Ce polytechnicien et artilleur de confession juive s'est battu durant 12 ans pour faire éclater la vérité. C'était quelqu'un de complètement introverti, complètement inhibé, quelqu'un qui était un scientifique, polytechnicien, et qui partait du principe que l'émotion n'avait pas sa place dans la discussion, et que seule la raison avait sa place. Quand on voit ces deux photos-là, en fait, ce sont deux photos qui sont prises à quelques années d'écart. Là, il est lieutenant, 2 bandes, là, il est capitaine, 3 bandes. En fait, c'est exactement la même photo. Il a la même expression, la même attitude, exactement la même manière de tenir sa tête par rapport à ses épaules. Ces photographies font partie des 600 documents à découvrir au musée Dreyfus à Médan, un établissement dédié à l'affaire avec en perspective les destins liés d'Émile Zola et d'Alfred Dreyfus. Ces 2 enfants de la République, le jeune Italien Zola, puis de l'autre côté, l'Israélite, comme on disait à l'époque, Alfred Dreyfus, qui va devenir un militaire qui était amené probablement à avoir le plus haut grade possible, et peut-être même plus que ça, quoi. Il a eu une carrière absolument somptueuse. L'affaire Dreyfus, un moment essentiel dans l'histoire de France, avec des questions autour de l'antisémitisme et du racisme, des sujets toujours d'actualité. On voit des images racistes, xénophobes et antisémites, et de voir que le slogan de l'époque, c'est « La France aux Français », qui est un slogan qui existe encore, on le voit sur beaucoup de murs. C'était le sous-titre du journal antisémite La Libre Parole, et ça a été le principal slogan de quelques partis politiques pendant pas mal de temps, et encore aujourd'hui. À côté de la maison Zola, le musée Dreyfus a pris place, un hommage rendu pour l'éternité à Émile Zola et à Alfred Dreyfus dans les Yvelines, à Médan. Alors on vient de voir le reportage sur le musée Dreyfus. Martine Leblanc-Zola, en quoi Émile Zola a joué un rôle important dans cette affaire? Mais dès lors que Zola a eu connaissance de l'innocence de Dreyfus, Zola s'est engagé naturellement sur un plan viscéral. Pour lui, l'affaire Dreyfus, c'était d'abord un drame humain, un drame humain et également, évidemment, une lutte pour la vérité. Et Zola était un humaniste avant tout. Et il a eu ce courage et encore une fois, son action a été déterminante pour la libération de Dreyfus. Eh bien, merci beaucoup, Martine Leblanc-Zola, d'avoir été notre invitée. Le salon Histoire de lire revient pour une 14e édition, manifestation incontournable à Versailles. Ce salon du livre propose des débats, des conférences ou encore des animations jeunesse samedi 20 et dimanche 21 novembre. Le commissaire du salon nous en parle. Notre ADN, c'est bien sûr de rassembler tous les historiens d'importance, mais aussi des passeurs, des vulgarisateurs, voilà, des journalistes qui se sont passionnés, eux, pour un sujet et qui ont envie de le transmettre, puis des comédiens. Cette année, c'est un record historique, j'allais dire. Nous aurons 191 auteurs présents. Un peuple privé d'histoire, quelque part, est privé d'avenir, et on doit continuer à cultiver cette culture historique toute sa vie. Cette année, on aura un grand débat vraiment dédié que pour les jeunes. Plus ils seront enracinés dans notre histoire, plus ils seront forts et bien dans leur peau de main.
nous sommes à 57 vidéastes qui ont présenté leurs vidéos au jury. Et donc, il y a un prix du public. Tout le monde peut, sur le site histoiredelire.fr, voter, regarder ces vidéos et choisir son meilleur vidéaste. Et le vendredi 19 novembre, à l'UGC, aura lieu donc la cérémonie de remise de prix. Et on reste à Versailles. L'exposition De Gaulle-Leclerc Versailles est à découvrir jusqu'au 16 novembre à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Il s'agit de la 7e exposition mémorielle organisée par la commune. Le général de Gaulle et le général Leclerc, deux figures de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale, deux personnages historiques mis à l'honneur dans une exposition à Versailles. Nous avons d'une part fait des recherches dans les archives de la ville et nous avons pu retrouver des photos relatant la visite du général de Gaulle, plusieurs visites du général de Gaulle à Versailles, notamment quand il était président de la République. Et nous avons pu retrouver pour le général Leclerc des traces de son passage à Versailles. Tous les ans, autour du 11 novembre, une exposition mémorielle a lieu à Versailles. Plus d'1 millier de petites pièces et de documents sont présentés. Vous voyez autour de vous, il y a des panneaux donc, qui nous ont été fournis par, d'une part, la Fondation de la France libre et l'association de la 2e division blindée. Nous avons également sollicité les Versaillais. Alors certains sont de grands collectionneurs, donc ils ont pu, vous trouverez ici des modèles réduits, des mises en scène de petits personnages retraçant certains épisodes de la libération de la France et notamment de la libération de Versailles. Un devoir de mémoire important pour cette famille, Jean-Yves vient transmettre à ses petits-enfants cet épisode de l'histoire de France. C'est un mélange à la fois de textes explicatifs d'une part, et puis d'autre part de représentations très exactes des uniformes, des habits, donc cela nous met en situation. Il y a beaucoup d'objets qui nous montrent comment c'était à la guerre, et puis notre grand-père il nous explique comment ça se passe et tout, parce qu'il connaît, il connaît tout ce qui est rapport avec les militaires. Le thème de l'année prochaine est déjà trouvé, ce sera autour du centenaire de la pose de la première pierre du monument aux morts de Versailles, édifié le 11 novembre 1922. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine dans un autre lieu culturel yvelinois. Bonne soirée sur TV78.